Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des moments charnières de l'histoire, ces instants où le fracas des armes a fait trembler les fondations du monde. Une seule bataille, un seul affrontement peut en effet changer le destin d'un empire, redéfinir l'avenir d'un continent ou même, sans exagération, celui du monde entier. Pensez-y un instant, une décision tactique audacieuse, un coup de chance inespéré ou la chute d'un seul leader sur le champ de bataille. Et c'est tout le cours des événements qui est irrémédiablement altéré. Ces moments de bascule, où l'histoire hésite avant de prendre une nouvelle direction, sont absolument fascinants à étudier, car ils nous rappellent à quel point notre présent est le fruit d'une succession de hasards et de volontés. À travers les siècles, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, certaines confrontations militaires ont eu un impact bien plus profond que la simple issue d'un conflit. Elles ont redessiné les frontières avec une encre de sang et d'acier, bouleversé des équilibres de pouvoir que l'on pensait immuables, et profondément influencé les cultures, les religions et les sociétés pour les générations à venir. Ces batailles sont devenues des légendes, des mythes fondateurs ou des traumatismes collectifs qui résonnent encore aujourd'hui dans notre mémoire. Elles sont les cicatrices et les trophées du grand récit de l'humanité, des points de repère indispensables pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers le temps pour découvrir 5 de ces batailles parmi les plus décisives de l'histoire. 5 moments où tout aurait pu basculer, où l'avenir de civilisations entières s'est joué en quelques heures ou quelques mois de combats acharnés. De la Grèce antique aux plages de Normandie, en passant par l'Angleterre médiévale et les steppes glacées de Russie, nous allons voir comment ces affrontements ont forgé le monde tel que nous le connaissons. Chaque bataille est une histoire en soi, avec ses héros, ses stratégies et ses conséquences monumentales qui se font encore sentir des siècles plus tard. Et au cœur de cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement sur un événement spectaculaire et souvent méconnu dans ses détails, la bataille de Vienne, en 1683. Un moment où l'Europe chrétienne a littéralement retenu son souffle, alors que les armées de l'immense empire ottoman campaient aux portes de la ville, menaçant de faire tomber l'un des derniers verrous protégeant le cœur du continent. Cette bataille, avec sa charge de cavalerie légendaire, est un véritable tournant qui a mis un coup d'arrêt à l'expansion ottomane en Europe. Alors, sans plus attendre, commençons notre voyage avec la première de ces batailles décisives. Notre histoire commence en 490 avant notre ère, sur une plaine côtière de l'Attique, en Grèce. Le monde grec est alors une mosaïque de cités-États, souvent rivales, mais unies par une culture et une langue commune. Face à elle se dresse une superpuissance, l'empire perse achéménide. Sous le règne de Darius Ier, cet empire s'étend de l'Inde aux portes de l'Europe, contrôlant un territoire immense et des ressources quasi illimitées. La puissance militaire perse est légendaire. Son armée est une machine de guerre colossale, réputée invincible, composée de soldats venus de toutes les satrapies de l'empire. Pour les Grecs, les Perses sont les barbares, un autre monde, une force écrasante. Le conflit qui s'annonce, connu sous le nom de guerre médique, trouve ses racines dans la révolte des cités grecques d'Ionie, situées sur la côte de l'actuelle Turquie. Ces cités, sous domination perse, se sont soulevées avec le soutien timide d'Athènes et d'Érétrie. La répression de Darius fut terrible, et le grand roi, furieux de l'ingérence athénienne, jura de se venger. Son objectif n'était pas seulement de punir Athènes, mais bien d'intégrer toute la Grèce à son vaste empire pour sécuriser sa frontière occidentale et étendre son hégémonie. L'expédition de 490 n'est donc pas une simple incursion punitive, c'est le début d'une tentative de conquête en bonne et due forme. La flotte perse, commandée par les généraux Datis et Artaphernes, est une véritable armada. Les historiens antiques, comme Hérodote, parlent de 600 trières, transportant une force d'invasion considérable. Les estimations modernes varient, mais on parle généralement d'environ 25 000 hommes, incluant une infanterie nombreuse et une cavalerie redoutable, l'arme de choc par excellence des Perses. Après avoir détruit la cité d'Érétrie pour l'exemple, la flotte débarque dans la baie de Marathon. Le lieu est stratégique. C'est une plaine idéale pour déployer la cavalerie, et elle se trouve à seulement 42 km d'Athènes, une journée de marche pour une armée. La panique s'empare de la cité athénienne. Face à ce géant, la petite cité d'Athènes semble bien démunie. Elle parvient à mobiliser environ 9000 hoplites, des citoyens soldats lourdement armés qui forment le cœur de l'armée grecque.
Ils sont rejoints par un contingent de 1000 soldats de la cité voisine de Platée. Un geste de solidarité remarquable. Mais l'infériorité numérique est écrasante, potentiellement de 1 contre 2, voire plus. De plus, les Athéniens n'ont pas de cavalerie pour s'opposer à celle des Perses. Un appel à l'aide a été envoyé à Sparte, la grande puissance militaire grecque. Mais les Spartiates, pour des raisons religieuses, ne peuvent pas partir en campagne avant la pleine lune. Les Athéniens et leurs alliés platéens sont seuls. Faisons un bond de plus de 1500 ans en avant. Nous sommes en 1066, une année qui va changer à jamais le destin de l'Angleterre. En janvier, le roi Édouard le Confesseur meurt sans héritier direct, plongeant le royaume dans une crise de succession majeure. Le trône d'Angleterre est soudainement l'objet de toutes les convoitises, et 3 hommes puissants estiment avoir un droit légitime à la couronne. Le premier, et le plus évident aux yeux des Anglais, est Harold Godwinson. Comte de Wessex, il est l'homme le plus riche et le plus puissant du royaume, un chef militaire respecté et le beau-frère du roi défunt. Le Witan, l'assemblée des grands nobles anglo-saxons, le choisit et le couronne roi dès le lendemain de la mort d'Édouard. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité en dehors des frontières du royaume. En Norvège, le redoutable roi Harald Hardrada, le Sévère, un descendant de rois danois qui ont autrefois régné sur l'Angleterre, revendique également le trône. C'est un guerrier viking légendaire, un vétéran endurci par des années de combat au service de l'Empire byzantin. Il voit dans cette crise une occasion parfaite de reconstituer le grand empire de la mer du Nord de Knut le Grand. Il prépare une flotte d'invasion massive pour faire valoir ses droits par la force, s'alliant même avec Tostig Godwinson, le frère exilé et ennemi juré du nouveau roi Harold. Le troisième prétendant, et non le moindre, se trouve de l'autre côté de la Manche. C'est Guillaume, duc de Normandie. Il affirme qu'Édouard le Confesseur, son cousin, lui avait promis le trône des années auparavant. Plus encore, il prétend que Harold Godwinson lui-même, après avoir fait naufrage en Normandie quelques années plus tôt, lui aurait prêté un serment de fidélité sur des reliques sacrées, s'engageant à soutenir sa prétention au trône. Pour Guillaume, le couronnement d'Harold n'est donc rien de moins qu'un parjure, une trahison à la fois politique et divine. Il obtient la bénédiction du pape pour sa cause, transformant son invasion en une sorte de croisade. Le roi Harold se retrouve donc dans une position extraordinairement périlleuse. Il doit défendre son royaume fraîchement acquis contre 2 invasions simultanées, venant de 2 directions opposées. Il rassemble son armée, le Fyrd, une milice composée de teignes, nobles combattants et de paysans levés pour la défense du royaume, et se positionne sur la côte sud de l'Angleterre, attendant l'arrivée de la flotte normande de Guillaume. Mais les vents contraires retiennent Guillaume en Normandie pendant tout l'été. C'est alors que la première menace se concrétise. Au nord, Harald Hardrada et Tostig débarquent avec une immense armée viking. Salut les curieux, et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre série sur les batailles qui ont changé le monde. Aujourd'hui, on fait un bond en avant dans le temps, direction la fin du XVIIe siècle. Nous sommes en 1683, et les portes de l'Europe centrale tremblent sous la menace d'une puissance colossale, l'Empire ottoman. À sa tête, le sultan Mehmed IV, mais surtout son redoutable grand vizir, Kara Mustafa Pacha. Ambitieux, déterminé, il rêve d'une conquête qui éclipserait toutes les autres, la prise de Vienne, la prestigieuse capitale du Saint-Empire romain germanique et le joyau des Habsbourg. C'était bien plus qu'une simple ville, c'était un symbole, la porte d'entrée vers le cœur du continent européen. Pour Kara Mustafa, faire tomber Vienne, c'était s'ouvrir la voie pour soumettre l'Allemagne, puis peut-être l'Italie. Une ambition démesurée qui allait mobiliser l'une des plus grandes armées de l'époque. L'armée ottomane qui se met en marche est tout simplement gigantesque. Les estimations varient, mais on parle d'une force de plus de 150 000 hommes, voire près de 200 000 si l'on compte les troupes auxiliaires, les ingénieurs, les logisticiens. C'est un véritable fleuve humain qui déferle à travers les Balkans, une machine de guerre impressionnante composée de janissaires d'élite, de cavaliers sipahis, d'artilleurs redoutables et de contingents venus de toutes les provinces de l'Empire. Face à cette marée, l'empereur Léopold Ier, souverain des Habsbourg, est pris de panique. Il n'a tout simplement pas les moyens de s'opposer frontalement à une telle force. Il quitte sa capitale en toute hâte, se réfugiant à Passau, laissant derrière lui une ville qui semble vouée à un destin tragique. La défense de Vienne est confiée au comte Ernst Rüdiger von Starhemberg, un militaire expérimenté et tenace.
Le 14 juillet 1683, le piège se referme. L'avant-garde ottomane arrive sous les murs de Vienne. Et rapidement, la totalité de l'armée de Kara Mustafa encercle la cité. Le siège commence. La ville n'est défendue que par une garnison d'environ 15 000 soldats, renforcée par quelques milliers de miliciens bourgeois et d'étudiants volontaires. Un rapport de force totalement déséquilibré, digne de David contre Goliath. Les Ottomans, maîtres dans l'art de la polyorcétique, c'est-à-dire l'art du siège, commencent immédiatement à creuser un immense réseau de tranchées. Ces tranchées, appelées boyaux, permettent à leurs troupes de s'approcher des fortifications à l'abri des tirs des défenseurs. Leur objectif est clair: atteindre la base des murailles pour y placer des mines et faire sauter les bastions qui protègent la ville. La guerre de sape a commencé. Pour les Viennois assiégés, c'est le début d'un cauchemar qui va durer 2 mois. Chaque jour est un combat pour la survie. Les bombardements de l'artillerie ottomane sont incessants. Les boulets pleuvent sur la ville, détruisant les bâtiments et terrorisant la population. Les assauts d'infanterie se succèdent, repoussés au prix de lourdes pertes dans les 2 camps. Mais le pire ennemi, c'est peut-être celui qu'on ne voit pas. Sous terre, les mineurs ottomans creusent sans relâche, tandis que les défenseurs organisent des contre-mines, tentant de localiser les galeries ennemies pour les faire s'effondrer. C'est une guerre souterraine, claustrophobique et mortelle. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs, la faim et les maladies commencent à faire des ravages. Les rations diminuent, la dysenterie se propage. Le moral est au plus bas, mais Starhemberg, par son exemple et sa détermination sans faille, maintient la cohésion et la volonté de résister. Chaque jour qui passe est une petite victoire, mais tous savent que sans aide extérieure, la chute de Vienne n'est qu'une question de temps. Nous voilà au cœur du XXe siècle, un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, l'opération Barbarossa, lancée par Hitler 1 an plus tôt, a porté les armées allemandes aux portes de Moscou et au plus profond du Caucase. Mais une ville, portant le nom du dirigeant soviétique lui-même, va devenir le symbole de la résistance acharnée et le tombeau de la 6e armée allemande. Stalingrad. Ce n'est plus seulement une bataille pour un objectif stratégique, comme la prise des champs de pétrole du Caucase. C'est devenu un duel à mort, une question de prestige et de volonté entre 2 dictateurs, Hitler et Staline. La ville, étendue le long de la Volga, est un centre industriel vital, mais elle est surtout devenue un enjeu idéologique dont l'issue déterminera le sort du front de l'Est. La Wehrmacht, jusqu'alors habituée à des victoires fulgurantes grâce à sa tactique de blitzkrieg, se retrouve piégée dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas, le combat urbain. La bataille de Stalingrad se transforme en une guerre de rats, Rattenkrieg comme la surnommaient les soldats allemands. Chaque bâtiment, chaque étage, chaque escalier, chaque amas de décombres devient un champ de bataille miniature. Les soldats se battent à la grenade, au couteau, à la baïonnette, parfois même à main nue, pour le contrôle de quelques mètres carrés de ruines. La ligne de front n'existe plus. Elle est partout et nulle part à la fois, traversant les appartements, les usines et les égouts. La vie d'un soldat se mesure en heures, voire en minutes. L'artillerie allemande et la Luftwaffe pilonnent la ville sans relâche, la transformant en un paysage lunaire de fer et de béton déchiqueté. Mais paradoxalement, ces ruines offrent aux défenseurs soviétiques une multitude de positions fortifiées, de nids de snipers et de cachettes imprenables. Le général Vassili Tchouikov, commandant la 62e armée soviétique, impose une tactique simple mais brutale, collée à l'ennemi. En maintenant ses troupes au contact permanent des lignes allemandes, il empêche l'aviation et l'artillerie adverse de frapper sans risquer de toucher leurs propres hommes. C'est une stratégie de l'étreinte mortelle, où la proximité devient la meilleure des protections, transformant la bataille en une gigantesque et sanglante mêlée. La Volga, derrière les défenseurs, est leur seule ligne de vie et leur unique échappatoire. Sous un feu constant, des barges et des ferries traversent le fleuve nuit et jour pour amener des renforts, des munitions et évacuer les blessés. Beaucoup de ces jeunes recrues soviétiques, à peine débarqués sur la rive ouest, n'ont une espérance de vie que de 24 heures. L'ordre de Staline est clair et impitoyable, pas un pas en arrière. Pour les soldats de l'armée rouge, reculer signifie faire face aux balles des commissaires politiques du NKVD. Pris entre le feu allemand et celui de leurs propres officiers, ils n'ont d'autre choix que de se battre jusqu'à la mort, pour la patrie, pour Staline, ou tout simplement pour survivre un jour de plus. Après le tournant de Stalingrad à l'est,
les Alliés préparent l'ouverture d'un second front, à l'ouest, réclamé avec insistance par Staline depuis des années pour soulager la pression sur l'armée rouge. Cette opération, la plus grande invasion amphibie de tous les temps, porte un nom de code qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire. Overlord. Son objectif est d'établir une tête de pont solide en Normandie, pour ensuite y déverser des millions d'hommes et des tonnes de matériel afin de libérer la France, puis de marcher sur l'Allemagne. La préparation est titanesque, mobilisant des ressources industrielles et humaines sans précédent, principalement venues des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Pendant des mois, le sud de l'Angleterre se transforme en un immense camp militaire. Le défi est colossal. Il faut traverser la Manche, l'une des mers les plus imprévisibles, et débarquer sur des côtes lourdement fortifiées par le mur de l'Atlantique, une ligne de défense de bunkers, de champs de mines et d'obstacles de plage construites par les Allemands. Le choix de la Normandie est une surprise stratégique. Les Allemands, trompés par une vaste et ingénieuse campagne de désinformation nommée Opération Fortitude, s'attendent à un débarquement dans le Pas-de-Calais, le point le plus proche de l'Angleterre. Ils y ont massé le gros de leurs meilleures divisions blindées, laissant les plages normandes relativement moins bien défendues, même si elles restent redoutables. Le commandement de cette force gigantesque est confié au général américain Dwight D. Eisenhower. La décision de lancer l'assaut dépend d'un facteur crucial et incontrôlable, la météo. Après un report dû à une tempête, une brève fenêtre d'accalmie est prévue pour le 6 juin 1944. Malgré les risques, Eisenhower prend la décision historique. Dans la nuit du 5 au 6 juin, l'opération commence. Plus de 20 000 parachutistes américains et britanniques sont largués derrière les lignes ennemies pour sécuriser des ponts stratégiques, comme le fameux Pegasus Bridge, et semer la confusion dans les défenses allemandes. Beaucoup atterrissent loin de leurs objectifs, mais leur présence inattendue crée le chaos escompté chez l'ennemi. À l'aube du 6 juin, le jour le plus long commence véritablement. Une armada de près de 7000 navires, du cuirassé au simple chaland de débarquement, apparaît à l'horizon des côtes normandes. La flotte ouvre le feu sur les positions allemandes, un déluge d'acier qui laboure le littoral. Puis, les portes des barges s'abaissent et des dizaines de milliers de jeunes soldats se lancent à l'assaut de 5 plages au nom de codes désormais légendaires. Utah et Omaha pour les Américains, Gold et Sword pour les Britanniques et Juno pour les Canadiens. L'avenir de l'Europe libre repose sur les épaules de ces hommes qui courent vers le feu, vers la mort ou la gloire. De la plaine de Marathon, où la démocratie naissante a survécu, aux remparts de Vienne qui ont stoppé l'expansion ottomane en Europe. Des plages sanglantes de Normandie qui ont sonné le glas du Troisième Reich, aux ruines glacées de Stalingrad où la volonté d'un peuple a brisé une armée réputée invincible. Ces batailles, et bien d'autres, sont bien plus que de simples événements militaires. Ce sont des carrefours de l'histoire, des moments où le destin de civilisations entières a basculé. Elles ont forgé par le fer et le sang le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dessinant nos frontières, nos cultures et nos systèmes politiques. Chacun de ces affrontements nous rappelle des leçons intemporelles. Marathon nous enseigne que l'ingéniosité stratégique et la défense d'un idéal peuvent triompher de la force brute du nombre. Hastings nous montre comment l'audace et la détermination d'un seul homme peuvent redéfinir l'histoire d'une nation pour les siècles à venir. Vienne illustre la puissance des alliances et le courage face à un siège apparemment sans espoir. Stalingrad et la Normandie démontrent que même face aux tyrannies les plus sombres, la foi en une cause juste, le sacrifice et la résilience peuvent finalement changer le cours de l'histoire et ramener la lumière. Ces récits épiques sont le patrimoine de l'humanité tout entière. Ils nous rappellent la fragilité de la paix et le prix terrible de la guerre. Ils sont un hommage au courage de millions d'hommes et de femmes, souvent anonymes, qui se sont battus, ont souffert et sont morts pour leurs convictions, leur patrie, ou simplement pour protéger les leurs. Leurs souvenirs nous obligent à réfléchir sur notre propre époque, sur les défis que nous affrontons et sur les valeurs que nous souhaitons défendre pour les générations futures. L'histoire n'est pas une simple collection de dates, c'est une source inépuisable d'inspiration et d'avertissement. Et maintenant, c'est à toi de me le dire. De Marathon à la Normandie, laquelle de ces batailles t'a le plus marqué, le plus fasciné ou le plus ému? Y a-t-il une autre bataille qui, selon toi, aurait mérité sa place dans cette liste? Dis-le-moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire tes réflexions et tes suggestions. Si cette plongée dans les grands tournants de l'histoire t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. C'est très important pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi
et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans les couloirs du temps. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau récit.